l'INSEAC du CNAM. Très bien. Donc, j'ai la charge de modérer cette table ronde. Donc, je ne me représente pas. On s'est vu il n'y a pas longtemps, a priori, pour ceux qui étaient en face. Et par contre, je vais vous présenter un petit peu à la fois le contour de notre échange et puis nos intervenants du jour. Notre sujet, c'est l'étang de l'intervention artistique, pratique, coopération et participation. Donc, c'est entendu que la coopération entre des acteurs issus de cultures professionnelles et de structures différentes, qu'elles soient éducatives, artistiques, culturelles, sociales, territoriales, il y en a d'autres, c'est un terreau favorable pour l'éducation artistique et culturelle et pour avoir des projets pertinents et réussis. Je crois que c'est quelque chose qui est assez entendu. Partant de ce constat, il s'agit de définir ce qui permet une coopération entre des différents professionnels. Et donc, nous allons profiter du regard et de témoignages de 3 acteurs de l'éducation artistique et culturelle dans cette table ronde. Et puis, nous pourrons ensuite échanger sur ce qui fait une bonne coopération dans le champ de l'EAC. Donc, la structuration que je vous propose pour cette table ronde, c'est d'abord d'écouter chacun de nos 3 intervenants, et puis après chaque intervention, d'avoir peut-être un temps d'échange ou de questionnement suite au projet ou à l'action qui vous est présentée. Et puis peut-être après, on pourra tous ensemble essayer de synthétiser les enseignements qu'on retire de ces différents témoignages. Alors, nous avons à cette table David Christoffel. David, vous animez l'émission de radio. Pour vous présenter déjà, vous animez l'émission de radio indépendante Métaclassique, c'est bien ça, depuis 2019, ce qui vous vaut des interventions, notamment dans les 2 CNSM de Paris et de Lyon. Vous enseignez la création radiophonique ou la médiation musicale dans plusieurs grandes écoles universités, dont Évry, Tours, Saint-Étienne et la Sorbonne. Et vous avez longtemps animé le dispositif Écoute du Festival d'automne de Paris, dont vous allez notamment, je crois, nous reparler plus spécifiquement aujourd'hui. David, la mise en œuvre ou l'observation de différents projets d'action culturelle, tels que vous les avez menés, vous permettent-elles d'identifier les principaux facteurs qui favorisent le partenariat entre des acteurs culturels et éducatifs? Ma réponse est non, pour la raison en fait assez simple qui va être le propos que je vais tenir, que il me semble qu'il y aurait quelque chose d'un peu extractiviste à isoler des facteurs qui pourraient se répliquer un peu indifféremment au contexte, et je vais justement plaider pour une sensibilité assez élevée au contexte, et pour ça opérer pour commencer une forme de transgression conceptuelle en quelque sorte, parce que je voudrais partir d'une définition de la coopération qui n'est pas de Howard Baker, qui a beaucoup été cité hier à chaque fois qu'on disait le mot coopération, mais qui est la définition qu'en donne Fisher et Horry, qui sont des théoriciens de la négociation et qui, au début des années 80, ont donc réfléchi à la négociation raisonnée avec la recherche d'un modèle pour passer d'une approche compétitive à une approche coopérative, en appelant à la sortie d'une posture qu'ils définissaient comme positionnaliste. Et pour permettre une dynamique collaborative, il fallait, dans leur théorie, définir un axe de valeurs communes qui peut se dégager entre des acteurs dont les motivations sont différentes, à la condition qu'ils se dévoilent aux uns aux autres leurs intérêts respectifs et qu'ils arrivent à débattre de leur articulation en bonne intelligence. Une des difficultés, c'est qu'il peut y avoir, il me semble, des intérêts hétérogènes au cœur d'un seul acteur. Et pour prendre mon exemple, je vais donc partir d'un dispositif dont Joséphine Markowitz m'avait confié la charge dans le cadre du Festival d'automne à Paris, un programme qu'elle avait intitulé « Écoute », avec un point d'exclamation assumé, et adressé à des enfants d'une seule école en zone d'éducation prioritaire, qui était l'école Barbanègre dans le 19e arrondissement à Paris. Et mon objet va pas ici tant être de faire un compte rendu d'expérience, mais plutôt une espèce de rapport d'étonnement, pour ne pas dire de circonspection, sur un point, puisque dès la première écoute non dirigée que j'avais proposée à ces enfants, le réflexe qu'ils ont eu a été de repérer les sons graves et les sons aigus. J'en déduisais qu'ils étaient dans une sorte de réflexe
conditionnés par les premiers apprentissages qu'ils avaient pu avoir. Et à ce moment-là, j'étais, et ça a été très bien dit dans la présentation d'ouverture, dans une position intermédiaire, à savoir dans même quasiment un dilemme, puisque je venais en tant que musicien, qu'en tant qu'artiste, et j'étais d'office plongé dans un contexte qui me convertissait en intervenant. Et le dilemme était de savoir, soit je cherchais donc à résorber le clivage en m'équipant de toute urgence de ressources pour être un bon intervenant, soit je laissais le clivage s'installer pour voir comment des intérêts hétérogènes en moi pouvaient féconder la situation. Et donc, au lieu de clivage, pour plutôt en faire un enjeu heuristique qu'un nœud psychologique, je vais parler ici plutôt d'une asymétrie entre les zones d'intérêt de l'artiste et de l'intervenant. Et comme c'est plus facile à dire avec le recul, je dis maintenant facilement que c'est à ne pas chercher à résorber cette asymétrie, à la laisser courir pour elle-même, que j'ai pu me rendre sensible à une autre asymétrie entre les réponses que l'écoute d'une musique dite de répertoire par les enfants vient réveiller en eux. Et donc ma posture de médiateur, comme le raconte un peu l'image, était en professionnel de radio de leur tendre le micro et plutôt que de les corriger dans leur dire, de les inciter à préciser toujours plus éloquemment leur écoute. Alors je vais prendre ici en charge 3 questions. La première, c'est fallait-il commencer par l'écoute ou le jeu qui stimule l'écoute? Ensuite, pourquoi est-ce que les bonnes pratiques, me semble-t-il, maltraitent les asymétries dont je vais parler? Et puis comment ouvrir la coopération entre des réactions asymétriques, sachant qu'il y a un sous-entendu involontaire dans l'intitulé de la communication. Quand je dis coopérer au-delà des bonnes pratiques, c'est comme si je posais la question de savoir s'il faudrait aller jusqu'à coopérer dans des mauvaises pratiques, mais la formulation paraît absurde. Elle me semble quand même porter une question réelle, à savoir, est-ce que le partage de l'expérience esthétique est si vertueux si on reconnaît qu'il peut y avoir des trous dans la certitude sur le fait que ça va être bien ce qu'on fait ensemble, quoi. Alors, pour poser la première question et se saisir de l'articulation entre le jeu et l'écoute, je voudrais vous proposer un petit jeu très rapide qui consiste à écrire votre prénom en l'air avec les doigts et à taper dans les mains quand vous avez fini, puis à recommencer. Bon, ça va prendre 40 secondes. Vous faites en boucle jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Merci. Maintenant, je vous propose une écoute. Donc, le jeu qu'on vient de faire a été inventé par le musicien que vous entendez, Thomas Gouban, avec le concours d'un médiateur qui s'appelle Clément Lebrun, qui précisément défend un effet d'ordre en disant qu'on écoute mieux si on a pratiqué d'abord un jeu qui met en contact avec un matériau ou un phénomène sonore, même si, en l'occurrence, le jeu auquel on vient de se prêter n'a rien à voir dans son procédé d'élaboration avec celui que le musicien que l'on voit ici, donc Thomas Gouban, emploie. Tout le travail de Clément Lebrun semble donc trouver un point d'issue dans un credo qui insiste sur cet effet d'ordre entre le jeu, l'écoute et la transmission de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure écoute du fait qu'on a joué avant et une meilleure assimilation du discours qu'il apporte sur les œuvres, du fait qu'elles se déduisent de cette activité. Alors pour écouter comment il présente son kit, puisqu'il en a conçu à partir de là un kit à des médiateurs, je vous envoie l'émission que j'ai récemment réalisée avec sa pratique. Et maintenant se pose quand même à plein régime la question, est-ce qu'il vaut vraiment mieux que le jeu mène à l'écoute ou que l'écoute mène au jeu? Et je voudrais voir ici comment ces généralisations risquent précisément d'écraser les contextes, leur asymétrie propre et les opportunités d'écoute qu'elles peuvent présenter. Alors comme j'ai passé une partie de l'été en Bretagne Sud, j'en ai profité pour voir comment des dispositifs pédagogiques des musées, par exemple, peuvent jouer avec l'effet d'ordre et peuvent inspirer des pratiques de médiation musicale. Par exemple, au musée départemental breton de Quimper, j'ai vu ce dispositif de coloriage, difficile d'imaginer un équivalent musical, si ce n'est peut-être, comme il est pratiqué parfois à la Philharmonie de Paris, un atelier musical pour les enfants pendant que les parents vont au concert qui présente le défaut peut-être de
laisser le jeu à un niveau purement occupationnel. Inversement, j'ai pu retrouver des équivalents muséaux, des jeux musicaux justement inventés pour affiner l'écoute des élèves de l'école Barbanègre, avec par exemple le puzzle au musée des Beaux-Arts de Quimper. L'avantage du puzzle musical est que les points d'accroche sont spontanés, chacun y va de sa sensibilité pour trouver repère dans une pièce du puzzle ou faire le rapprochement entre deux pièces. Les jeux de construction présentent effectivement cet avantage de faire du joueur le sujet de son élaboration, l'auteur de son fil, ce qui n'est possible que parce que le jeu est d'office connecté à une œuvre. Et en effet, à l'école Barbanègre, j'étais confronté à des enfants qui n'arrivaient pas à tenir une concentration au-delà de 40 secondes à l'écoute d'un quatuor de Ligeti. Et donc, j'avais découpé 2 minutes d'un quatuor de Ligeti en 3 fois 40 secondes, en leur exposant dans le désordre pour leur demander quel était le bon ordre, si bien qu'au moment de leur faire entendre les 2 minutes, ils étaient extrêmement attentifs à savoir s'ils avaient trouvé le bon ordre. Et pour faciliter l'exercice, je leur avais proposé de donner un titre à chacun des extraits pour aider leur mémorisation par des points d'accroche qu'ils déduisaient de leur propre chemin d'écoute dans chacun des extraits. Et puis pour en finir avec mes souvenirs de vacances, le musée de Pont-Aven, où j'ai trouvé effectivement des jeunes visiteurs invités à prendre des détails des œuvres d'Andéron, comme ça, qui se trouvaient dans la salle pour retrouver dans quel tableau se trouve tel détail. Et là, je me suis dit qu'on avait une sorte d'équivalent de ce que certains médiateurs de la musique appellent les clés d'écoute. Mais au lieu d'avoir un intervenant dédié à offrir les clés avant l'écoute de l'œuvre, il y a une différence étonnante, c'est que là, on avait plutôt une médiatrice dont le rôle n'était pas d'inciter à l'activité parce que les jeunes visiteurs n'avaient pas de mal à s'y prêter, plutôt elle était là pour prévenir qu'on peut prendre les ronds avec soi, mais qu'on doit faire attention à pas les plaquer sur les œuvres une fois qu'on a reconnu dans laquelle œuvre il se trouvait. Donc ça me semble être une espèce d'interdit de toucher qui pourrait avoir un équivalent musical dans Taisez-vous pour écouter une symphonie. Pourquoi les bonnes pratiques me semblent maltraiter les asymétries? C'est une deuxième partie qui ira assez vite, dans laquelle je voudrais vous soumettre quelques citations extraites du livre de Gilles Suzanne, son HDR, qui s'appelle Esthétique de la médiation, où il dit que le lien entre l'élaboration de savoirs constitués sur l'art et la tentative, voire la tentation permanente, je vous mets la citation, de redéfinir des pratiques sociales, donc de médiation, d'animation, d'éducation populaire, est fort et continu. Il dit ça à l'encontre, en quelque sorte, d'une affirmation de Jean Caunes, qui, dans la médiation culturelle, soutient que les aléas théoriques qui entourent la notion de médiation culturelle tenaient aux vicissitudes, voire à l'insuccès de la politique culturelle. Donc il s'inscrit en faux contre ça, en faisant intercéder une pensée de Deleuze dans Logique du sens, qui dit, et ça peut être un programme pour la médiation culturelle, qu'il s'agit de devenir digne de ce qui nous arrive, donc en vouloir et en dégager l'événement, devenir le fil de ses propres événements, et par là renaître, se refaire une naissance. C'est une référence qui me permet, moi, là, de mieux préciser mon hypothèse d'aujourd'hui, c'est que la générosité, l'ardeur avec lesquelles on s'échange des bonnes pratiques et autres trucs qui marchent, présente le risque de nous faire passer à côté de cette naissance de la moitié des enfants auxquels on s'adresse. Pourquoi la moitié? Parce que ces bonnes pratiques reposent quasi systématiquement sur, il me semble, une fausse évidence qui veut que les enfants qui réagissent et s'engagent, par exemple verbalement notamment, dans leur participation, seraient plus coopératifs que les enfants restés silencieux. Alors c'est là que je reviendrai sur cette citation tout à l'heure, que je veux réfléchir à l'ouverture de la coopération entre des réactions asymétriques, puisque s'accoucher soi-même au contact des œuvres qui prennent valeur par notre sensibilité et donner un ancrage symbolique à nos expériences les plus significatives, est-ce bien ce qui peut se passer quand l'intervenant demande aux enfants de, par exemple, raconter une histoire en écoutant telle œuvre? C'est une espèce d'exercice que je fais quasi systématiquement avec les étudiants en musicologie. Je leur fais entendre une œuvre, enfin juste un fragment, en leur posant la question comment vous l'introduiriez, comment vous amèneriez l'écoute avec un groupe d'enfants de 8 ans. Il s'agit de cette œuvre-là. Je vous donnerai la référence si vous voulez aller plus loin dans l'écoute. Je vais la réduire ici. C'est juste pour sonder les réponses que j'en reçois. Les étudiants en musicologie ont grosso modo 2 réponses rituelles, 2 stratégies. L'une est de focaliser sur les connaissances musicologiques qui peuvent être transmises à l'occasion de cet extrait,
en sensibilisant les enfants, par exemple, à l'entrée en imitation. Les autres vont proposer d'y associer ou d'y faire associer une histoire. Et c'est quelque chose d'assez courant d'associer une histoire. C'est l'une des plus originales conceptions de Beethoven. On croit en l'écoutant assister pendant une sombre nuit d'hiver dans un château gothique comme ceux que Walter Scott savait peindre si bien au récit effrayant de quelque antique légende. C'est l'écoute, par exemple, de Berlioz. La force d'appropriation par la narration est indéniable, elle est importante. Et la limite de cette approche par la narration, c'est qu'elle aboutit souvent à faire, en l'occurrence de la musique de Beethoven, un puits sans fond dans lequel peuvent s'engouffrer toutes les histoires que les enfants ont envie de raconter à ce moment-là, quel que soit le niveau de connexion avec l'œuvre en question. Ce qui est très bien, pour peu que l'écoute des enfants ait été narrative ou figurative. Et là, je propose une autre source aux étudiants en musicologie, qui est un texte du poète Jean-Christophe Bailly, qui n'aime pas Berlioz, qui n'aime pas non plus les associations figuratives sur la musique de Beethoven, et notamment sur le style tardif de Beethoven, et qui dit, à propos de ces pages des derniers quatuors, « Cette musique où jaillit, renouvelée à chaque pas, la contiguïté de l'accueil et de l'adieu, du s'en aller et du revenir, cette musique infinitive qui nous dit que le style tardif de Beethoven est justement le style qui a rejoint le commencement, le style qui achève par l'inachèvement qu'il enrôle la force de commencement qui était la marque de Beethoven. » Alors vous allez peut-être me dire comment une formulation aussi abstraite pour les besoins de ces nuances que la contiguïté de l'accueil et de l'adieu peut être accessible à des enfants de 8 ans, c'est absolument pas la question que je mets en jeu. Cette idée simplement de contiguïté de l'accueil et de l'adieu, pour moi, elle se prolonge dans l'idée que le dépouillement de la musique est lié à un style qui s'achève et qui, enrôlant un inachèvement, dégage une force de commencement. D'où je tire l'idée d'une consigne d'écoute toute bête, toute simple, toute fondamentale et accessible aux enfants. En écoutant ça, est-ce, à votre avis, le début d'une œuvre à l'échelle d'une vie ou est-ce la fin ? Est-ce que ce compositeur a 20 ans ou est-ce qu'il est en fin de vie ? Berlioz versus Bailly, une manière de mettre des références sur l'asymétrie entre deux types d'écoute. Cette opposition entre une écoute à programme, Berlioz, et une écoute, disons, existentielle de la musique, Bailly, pourrait être un antagonisme indépassable, à moins qu'elle ne reflète deux profils d'écoutants. Et le moins qu'on puisse dire est que toute l'histoire des concerts pédagogiques témoigne d'une inégalité de traitement entre les deux. Et ce n'est pas faute d'avoir fait attention. Le 18 janvier 1958, quand il donne son premier Young People's Concert, Leonard Bernstein commence en jouant l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini et se retourne, demande à tous les enfants qui sont dans la salle du Carnegie Hall « Qu'est-ce que vous avez entendu ?» Il reçoit des réponses des enfants les plus bavards, c'est-à-dire les enfants qui ont le plus de facilité à se projeter dans une narration. Autrement dit, dans ce type d'interaction, au moment de demander à un groupe d'enfants ce qu'ils ont entendu, on crée une asymétrie entre ceux qui n'ont pas de mal à se projeter dans une narration et ceux qui ont une écoute moins narrative et qui, à ce moment-là, vont moins parler. Or, s'imaginer qu'on est dans une bonne pratique, parce qu'à raconter des histoires, il y a toujours des enfants très ardents qui sont disponibles pour ça, cela crée toujours le problème de laisser en angle mort tous ceux qui se taisent et qui n'ont pas forcément moins vécu de choses décisives à l'écoute de la musique, même s'ils ont moins de disposition à le verbaliser d'office dès qu'ils en reçoivent la sollicitation. D'autant plus si la sollicitation a été recodée par les premières écoutes qui l'ont comme reconverti en appel à témoignage narratif. Ce qu'ils ont vécu n'est peut-être pas si narrativisé que ça, n'est peut-être pas si narrativisable, mais n'est peut-être sans doute pas moins important pour autant. Quand Bernstein ramasse justement des réponses narratives à cette question, c'est pour les relativiser aussitôt. Il dit en substance, vous êtes bien malin à entendre un cow-boy sur un cheval, sauf que Rossini, en France, en 1829, quand il compose ça, ne peut pas avoir des images de Far West dans la tête, ça colle qu'à moitié. Mais si ça colle qu'à moitié, c'est pas la faute de la musique. C'est-à-dire que la musique ne convoque pas seulement des images narratives. Et c'est pourquoi la flûte n'est pas qu'un oiseau. Et les clés d'écoute de Pierre et Leloup peuvent servir de repère dans l'écoute et de bonnes pratiques pour apprendre à faire la différence entre une clarinette chat et un hautbois canard, mais ne peuvent pas résumer l'émotion musicale, même à un stade élémentaire. C'est comme ça que Bernstein va orienter la suite du concert en liant tel thème de Tchaïkovski, non pas à des images, mais à des états de désir pré-narratifs, comme le vouloir à l'état brut, par exemple. Ce faisant, il répercute une opposition établie très tôt par la psychologie expérimentale de la musique, et d'ailleurs 58 est la date de parution du premier livre de Robert Frances. Robert Frances qui posait, dans une conférence au Centre d'études radiophoniques en 54, un antagonisme entre des auditeurs dits formalistes,
résistent à projeter des images narratives sur une musique et qui n'y sont pas pour autant moins sensibles, et des expressionnistes pour en faire, par Robert Frances, des profils d'écoute plutôt qu'une vérité à arbitrer entre des philosophes experts en esthétique. Il en parle donc comme de deux tendances qui deviennent des normes d'écoute. Dès lors, l'idéal serait qu'un dispositif de médiation arrive à s'adresser aux deux formes d'écoute et, pour les besoins de cette inclusion, arrive à les solliciter à égale qualité. Toute la question devenant, comment imaginer des modes d'intervention agnostique du point de vue d'un clivage permanent de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, dans la mesure où la médiation musicale se thématise alors comme accompagnement vers l'écoute plus que, enfin peut-être moins plutôt que comme construction d'un espace de coopération entre différentes manières d'écouter. Pour conclure, chaque fois que les interventions se thématisent en bonne pratique et se propagent presque en prêt-à-faire solutionniste, il propage aussi une acception professionnalisante, relativement spécialisée, mais aussi utilitariste de l'action culturelle. Et se coupant d'une vision peut-être plus holistique, veut faire croire que sa définition gagne à se faire consistante, pour ne pas dire à se réserver à un certain régime d'efficacité, c'est-à-dire un certain type d'opération, une certaine manière d'agir. Pour en arriver à voir de la médiation culturelle partout où un sujet refait du lien entre les réalisations artistiques, Gilles Suzanne a cette sorte de plaidoyer en visant une rencontre d'une réalisation artistique comme une manière de soumettre la vie à d'autres rapports de force et d'intensité, et par là de remettre de la vie dans le rapport à l'art. Alors oui, Suzanne, pour en arriver là, s'est demandé de quel projet de société la médiation culturelle est-elle le creuset, pour mieux répondre que, et je vais faire ces mots les miens, la médiation culturelle peut aussi être une manière, pour tout un chacun, de reprendre possession de ses moyens de production subjective. Merci. Merci beaucoup, David, de toutes ces réflexions sur le jeu et l'écoute. Est-ce qu'il y a dans la salle une envie de questionner ou d'approfondir cette remarque ou de faire ou des réactions par rapport à cette proposition? Voilà, donc c'est vrai que la question de l'écoute et de... Alors je pense qu'on a des gens d'autres disciplines artistiques ici que la musique dans la pièce. Je pense que la question de qu'est-ce qu'on recherche quand on veut faire rencontrer une œuvre est au centre de cette réflexion. C'est-à-dire, effectivement, j'imagine que ce soit dans l'art pictural ou la danse ou même le théâtre, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens du théâtre aussi dans la pièce, lorsqu'on veut faire rencontrer un public éloigné ou un public d'enfants avec une œuvre, quelle qu'elle soit, la question est qu'est-ce qu'on cherche à faire, sachant que finalement, la réception d'une œuvre, elle est subjective, elle appartient à chacun. Et du coup, en tant que médiateur, en tant qu'acteur de la rencontre avec une œuvre, quel est l'objectif? Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus, David. Est-ce qu'il n'y a pas une question autour de qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on veut faire rencontrer une œuvre à un public? Disons que, pour redire autrement ce que je viens de dire, c'est que... j'ai l'impression qu'à solliciter des retours et à croire que l'ardeur des retours pourrait être un indicateur de bonne manière d'introduire les œuvres me semble un indicateur potentiellement suspect, parce que j'ai pu vérifier par le temps long, puisque c'est un dispositif qui a duré sur 3 ans avec les mêmes enfants et la même classe qu'on suivait du CE1 au CM1, qu'il y avait des profils d'élèves extrêmement passifs ou passifs qui, quelques années plus tard, avaient vécu très en profondeur ce qu'on leur avait offert. Et donc, c'était la preuve claire que l'ardeur du feedback n'est pas la preuve que là, on est sur un truc qui marche, et que donc focaliser l'attention là-dessus est sans doute une mauvaise piste. Et d'où la question que j'essaye d'ouvrir, à savoir comment faire pour qu'un dispositif d'écoute soit accueillant à tous les profils d'écoutants auxquels on le soumet. Sachant qu'on a affaire à un groupe avec une diversité du coup de perception, de profil, voilà. Du coup, que fait le médiateur dans ce cas? Pour certains, il vaudrait mieux ne rien faire, si j'entends bien. C'est-à-dire qu'il y ait une rencontre directe avec l'œuvre, sans forcément un jeu, sans forcément une démarche.
Moi, mon idée est de les interpeller à d'autres endroits que des clés d'écoute qui sont complètement contenues dans l'œuvre. Donc, par exemple, cette espèce d'interpellation à écouter une musique en se demandant si le compositeur est jeune ou pense à la fin de sa vie va créer une manière d'y entrer autre que la projection narrative, par exemple. Mais ça demanderait d'être encore potentiellement élargi encore à d'autres types d'écoute. Mais déjà, qu'il y en ait une autre que la narration me paraît une porte d'entrée qui est en quelque sorte systématiquement évacuée par l'approche par les clés d'écoute, comme on peut le faire beaucoup dans les concerts éducatifs. Je ne sais pas s'il faut passer un micro à monsieur. Je pense que j'ai la voix. Ça va? Ouais. D'accord. Très bien. Je sais pas qu'il faut se présenter à chaque fois. Comme vous voulez. Ça peut être Je suis un intervenant sur Saint-Brieuc, sur l'agglomération de Saint-Brieuc. Alors, est-ce que, à écouter tout ce qui vient d'être dit, là, il y avait beaucoup d'informations, je me pose la question, enfin, ça m'amène à une question, on va peut-être à redire la même question. Est-ce que la question n'est pas comment ne pas se mettre par une forme de présupposé ou une espèce de posture qui semblerait être une bonne posture pour nous, ne pas se mettre finalement entre l'œuvre et l'enfant, ou les enfants, involontairement, mais à travers cette posture quand même. C'est-à-dire que finalement, je dirais avec les mots de Michael, comment se rendre transparent en quelque sorte, parce qu'on vient avec l'œuvre, on décide de la présenter, on est quelque part, on est sous le regard des enfants quand même, et finalement, je me demande si la question, c'est pas comment à un moment donné se rendre transparent pour laisser se faire cette rencontre, et en même temps, j'entends aussi la question de, des fois, se rendre transparent, ça peut être pas ne pas rien faire, ne pas être là, mais la question c'est comment prendre sa responsabilité de présenter l'œuvre et de trouver le moyen, le plus possible, de ne pas interférer, quelque chose comme ça, entre la spécificité d'écoute de chacun et l'œuvre. Est-ce que... Mais on interfère forcément. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que c'est un des problèmes de la médiation musicale, c'est qu'il y a une croyance robuste dans le culte de l'immédiateté, de l'effet de la musique sur ses auditeurs, et que cette croyance robuste, qui est d'ailleurs relayée par la théorie du choc esthétique et tout ça, elle nous appelle à cette transparence, mais elle nous aspire au sens où on peut pas nier qu'on est là et qu'on agit. En revanche, le problème de la clé d'écoute, c'est déjà qu'elle ferme une fois sur deux qu'elle ouvre, mais aussi qu'elle laisse croire qu'il y a quelque chose à entendre qui est un peu caché dans la musique et qu'une fois qu'on l'a trouvé, c'en est fini de ce qu'on peut y découvrir. Il y aurait un petit peu ce piège-là. Or, en fait, on est dans une situation un peu paradoxale où, si on en croit l'approche intéressante de Bernstein, c'est qu'on promet qu'il y a un secret dans la musique, mais en fait, c'est pas nous qui avons la clé, puisque c'est forcément chacun, c'est le chemin que chacun va y projeter, et d'arriver à créer les conditions favorables pour que cette boucle de réflexivité se mette en route et que qui écoute admette que c'est ses propres clés qui valent dans cette histoire. Et ça, je pense pas que ce soit d'annuler sa présence ou d'annuler la médiation, d'en assumer le caractère justement intermédiaire, quoi. Mais d'arriver à l'ouvrir pour faire passer ça pour autre chose qu'un jeu de piste. Parce que si le jeu consiste juste à faire le pont, une fois qu'on a fait l'aller-retour sur le pont, on se dit qu'on a fini l'expérience, alors qu'en fait, on n'a fait que l'ouvrir. Et donc, la question, c'est comment créer les conditions pour faire entendre qu'il y a un autre territoire que la double traversée du pont. Que la double traversée du pont, c'est-à-dire aller dans l'œuvre sur un fléchage et en revenir. Mais une fois dedans, d'ouvrir un jeu de fléchage qui nous appartient. Et du coup, quand vous pratiquez ça, vous êtes en grand groupe, en petit groupe, sur ces écouteurs? Non, parce que comme, pour le dispositif écoute, j'enregistrais les enfants, j'avais demandé à l'école de ne pas m'en donner séance par séance plus de 8. Et c'était des séances d'une demi-heure et on les enchaînait, on renouvelait le groupe au bout d'une demi-heure. Enfin, 30 à 40, ou des fois jusqu'à 40 minutes. Est-ce que ces groupes étaient choisis en conscience? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient les groupes, les grands parleurs, les petits parleurs? Non. C'était hétérogène, mais par contre, c'était une seule classe.
de l'école qui très vite a été dans l'école une classe qui avait été qualifiée la classe écoute, et ils vivaient ça comme une espèce de privilège de participer à ce projet. Ça, et est-ce que vous sentez avec le temps qu'il y avait des influences d'avis, d'écoute par rapport aux grands-parleurs qui arrivaient justement à initier l'écoute et la rediffusion de ce qu'ils ressentaient eux? Oui. Est-ce qu'il y avait une influence sur les petits parleurs? C'est marrant que vous disiez grands et petits parleurs. C'est comme ça que je donne les termes Ouais. des élèves que j'avais les petits parleurs. Mais je crois que c'est difficile de faire une réponse non biaisée à cette question, parce que j'ai l'impression que moi, ma sensibilité à l'évolution des petits parleurs était plus importante que celle des grands parleurs, dont j'avais l'impression que, comme ils avaient toujours quelque chose à dire, ils évoluaient pas forcément dans leur chemin d'écoute, alors que très probablement quand même. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Ouais. Enfin, ouais. Ce serait vraiment une vague impression, quoi. Il faudrait leur demander et les réponses seraient asymétriques à nouveau, puisqu'elles seraient plus ou moins bavardes. Ouais. Bah oui. C'est un autre témoignage, puis on pourra revenir après aussi de manière transversale sur les 3 interventions. Donc, on a bien compris là, avec David qu'il n'y avait pas de bonne recette. on va essayer de voir si avec nos autres intervenants aussi, si cette question de la recette a du sens ou pas. Et puis, on a compris aussi que dans la question du temps, en fait, il y avait quoi faire avant de rencontrer l'œuvre, après de rencontrer l'œuvre, ou quoi ne pas faire. Voilà, donc on était sur cette notion de temps par rapport à la rencontre avec l'œuvre. Je vais me tourner vers Simon Bolzinger, c'est ça. Simon Bolzinger. Pourtant, ça fait un moment qu'on se connaît, hein, Simon, mais j'en suis encore à te demander comment se prononce ton nom, toutes mes excuses. Voilà, Simon, tu es musicien intervenant depuis une dizaine d'années au Conservatoire de Rambouillet, donc avec une solide expérience de ce métier. Et puis depuis quelques années, tu as pris la coprésidence de la Fédération nationale des musiciens intervenants, donc ce qui t'amène aussi à être en contact avec de nombreux musiciens intervenants un peu partout dans le territoire et à réfléchir un petit peu d'une manière transversale à ce métier. Avec ta connaissance, Simon, ton expérience du métier de musicien intervenant, qui s'inscrit durablement dans un territoire, penses-tu que le temps de présence de l'artiste dans l'école est un facteur qui favorise la construction d'un partenariat fructueux pour l'éducation artistique et culturelle? Déjà, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de l'invitation et de permettre à la Fédération nationale des musiciens intervenants de partager nos expériences. Nous sommes une fédération de métiers permettant de créer du lien entre les musiciens intervenants, mais aussi nos partenaires institutionnels et professionnels. Nous nous réjouissons tout d'abord de ces rencontres qui ont lieu depuis hier, car l'intervention, c'est un domaine que nous connaissons bien, mais qui peut rester un peu trouble, ou du moins à définir pour chaque partenaire de notre métier. Et nous sommes convaincus que ce genre de rencontres permettent collectivement d'avancer sur ce projet ambitieux qu'est l'éducation artistique et culturelle. Deuxièmement, en tant que musicien intervenant et donc avant tout artiste, je devrais malheureusement vous quitter à 16h pétantes, étant en représentation ce soir à Paris. Pour cette intervention, je n'aurai peut-être pas le vocabulaire scientifique de mes collègues, mais je vais me baser sur les expériences des vécus et les vécus des musiciens intervenants pour éclairer mes propos. La question qui nous a été posée, je ne vais pas la répéter, mais je vous propose qu'on commence juste pour commencer par expliquer ce que c'est qu'un musicien intervenant, pour bien redéfinir le terme. Un musicien intervenant ou un MI ou encore un dumiste, c'est un artiste pédagogue spécialisé dans la pédagogie de projet et la pédagogie de groupe, s'appuyant sur les acquis de ce qu'il était il y a maintenant 40 ans, animateur musicien dans l'éducation populaire. Je répète juste ce qu'a dit Gérard tout à l'heure. Et depuis 40 ans, maintenant, une formation de 1500 heures parachève sa vision du métier au sein des 9 centres de formation de musiciens intervenants, 8 malheureusement, offrant une formation complète et qui donne à chaque artiste la capacité de s'implanter et de s'impliquer dans les territoires si, nous le verrons plus tard, les conditions y sont réunies.
Nous avons à la FNAMI coutume de parler du musicien intervenant comme un couteau suisse finalement sur les territoires pour soutenir les projets d'éducation artistique et culturelle. Car en effet, le musicien intervenant a comme corde à son arc un grand nombre de compétences qu'il utilise en fonction des projets. Voici, je vais vous faire une petite liste. Je vais vous faire la liste d'ailleurs des compétences notées sur la fiche RNCP, donc c'est le registre national des compétences professionnelles du diplôme du DUMI. Un musicien intervenant, tout d'abord, a des compétences musicales et artistiques, cela va de soi, ainsi que didactiques et pédagogiques, notamment par la capacité d'intervenir dans des groupes sans discrimination de vécu ou d'expérience musicale. Il est aussi en charge de la conception, de l'encadrement, de l'éthique, du relationnel, de l'innovation et de la recherche sur les projets qu'il anime, si ce n'est qu'il dirige. Quand un musicien intervenant développe un bal traditionnel, par exemple, pour citer un projet, regroupant plusieurs générations, plusieurs communes, qui met en mouvement des associations de territoire, les services techniques, qui s'appuient sur des ressources matérielles, logistiques, financières à disposition. On ne parle pas que d'un musicien intervenant, mais bien d'un coordinateur de projet, d'un directeur de projet et d'un maillon important dans l'activité culturelle d'un territoire. Et afin d'utiliser toutes ces compétences, un musicien intervenant doit revêtir des fonctions multiples. Et je vous en cite quelques-unes parce qu'elles sont nombreuses. Donc il peut être coordinateur pédagogique, médiateur culturel, chef de chœur, professeur d'instrument pour certains, interprète, arrangeur, compositeur, chargé en mission au RAC, professeur d'éveil musical, intervenant en milieu scolaire, en petite enfance, en EHPAD, et j'en passe. Je vais juste terminer par un petit exemple pour ce petit point, par un musicien intervenant de la région parisienne qui, en plus de ses heures en milieu scolaire, a des heures de professeur de trompette, et notamment en classe à horaire aménagé au collège. Donc ce musicien intervenant développe des rencontres fanfares regroupant du coup, les fanfares amateurs des deux territoires où il travaille, en alliant du coup ses élèves des écoles, mais aussi du conservatoire et du collège sur lequel il intervient. Par ce projet-là, c'est bien pour vous montrer l'impact qu'un professionnel formé dans la gestion de projet de AC peut accomplir sur un territoire. Alors, quels sont les facteurs permettant la construction d'un partenariat fructueux pour l'éducation artistique et culturelle ? C'est avec une très grande modestie que nous allons répondre, le musicien intervenant. Au-delà de la blague, le modèle appliqué à la musique, parce qu'on ne parle bien que de musique, on ne parle pas des autres champs disciplinaires de l'éducation artistique et culturelle. Donc, le modèle appliqué à la musique par le biais de professionnels formés et présents au quotidien sur un territoire est reconnu et même peut être envié par nos pairs de l'enseignement artistique. Je vous répète rapidement les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle. C'est l'acquisition des connaissances, la pratique artistique, qui est au milieu de ces termes et donc centrale, et la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture et les artistes et autres professionnels. Par ces actions collectives, ces projets transdisciplinaires en lien avec les programmes de l'éducation nationale, des projets d'établissement, des collectivités territoriales et j'en passe, de nombre de cahiers des charges donnés aux musiciens intervenants. Un musicien intervenant présent sur un territoire, dans une école ou sur tout un territoire, est bien un maillon qui réunit l'ensemble de ses compétences et notamment des acteurs de l'EAC. Prenons juste la présence d'un groupe de musique comme Debout sur le Zinc, pour ne citer que, qui vient présenter un projet autour des chansons de Boris Vian dans l'Allier. La musicienne intervenante présente met en relation les artistes, les salles de diffusion, avec tout un ensemble de publics. Elle approfondit le travail autour de l'œuvre de Boris Vian avec les écoles, en amont mais aussi après, et les écoles de musique du territoire, par la rencontre avec donc, les artistes et les artistes en herbe, par le biais de représentations pendant les spectacles ou alors d'autres productions, et par des lieux aussi, des spectacles aussi au plus près des habitants, si ce n'est la cour d'école qui est souvent l'école, un lieu de socialisation pour les parents. Beaucoup me diront la même chose. Ce travail montre bien l'interconnexion du musicien intervenant avec les trois piliers de l'EAC, et cela à tout niveau. Chaque projet de l'EAC, qu'il soit une classe, une école, un bassin de vie, se doit de respecter ces trois piliers, et tout cela prend du temps et s'inscrit sur plusieurs années sur un territoire.
Et cela, les directeurs d'établissements d'enseignement artistique et autres responsables de structures culturelles l'ont bien compris. Et on le voit très bien dans la conjoncture actuelle des postes proposés dans l'enseignement artistique, et notamment aux musiciens intervenants, où on leur demande d'être présents en milieu scolaire, mais aussi de dispenser des cours dans les murs des conservatoires et des écoles de musique, soit par la veille musicale, soit la formation musicale, soit les chorales, et ouvrir en fait les portes de ces lieux de culture. La volonté des politiques publiques de développer et d'ouvrir les établissements d'enseignement artistique passe par l'embauche de musiciens intervenants, et nous y répondons largement. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée, nous allons répondre que oui, quand un artiste pédagogue formé à la pédagogie de projet et à la pédagogie de groupe s'inscrit dans le temps, dans une école ou un territoire, tous les facteurs sont réunis pour un partenariat fructueux pour l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Oui, quand des temps de réunion, de coordination sont donnés à des équipes de musiciens intervenants, ou en tout cas à des acteurs de l'EAC, afin de développer des projets entre plusieurs structures et d'un même territoire, les facteurs sont réunis pour qu'un partenariat soit fructueux. Et oui, quand un artiste en résidence a la chance de pouvoir bénéficier d'un homologue qui connaît les terrains, les publics et même les guider pour que leur passage ne soit pas du saupoudrage, mais bien un projet qui s'appuie sur les 3 piliers de l'EAC, les facteurs sont réunis pour une EAC réussie. En tout cas, c'est le sens que nous entendons à l'AFNAMI. Ce modèle de musicien intervenant peut faire rêver, mais force est de constater qu'il arrive parfois à ses limites. On le voit par des marqueurs à l'aube de nos 40 ans, par la baisse d'inscription de tests d'entrée dans les CFMI, à la forte présence de postes non pourvus, et au départ, malheureusement, anticipé de musiciens intervenants ne pouvant terminer leur carrière dans ce modèle ô combien adapté à l'éducation artistique et culturelle. Ces limites, elles sont nombreuses, elles sont marqueurs d'une ambiguïté de positionnement de la part des politiques publiques sur la question de l'éducation artistique et culturelle, et notamment le 100% EAC. Quand une musicienne intervenante, après sa formation de 1500 heures, trouve un premier travail, ou plutôt 3 à 5 temps non complets entre 3 à 5 collectivités territoriales, les débuts peuvent être ardus. Et nous ne parlons pas des contrats précaires en vacation, payés à l'heure effectuée, ou les déplacements sur plusieurs départements, surtout quand on parle de ruralité, et tout ça aux frais du ou de la musicienne intervenante. C'est quand même des centaines d'euros à la fin du mois qui partent du compte en banque juste pour aller travailler. Et je ne compte pas l'entretien des instruments, etc. Donner du temps à un artiste pour être présent sur un territoire ou dans une école tout au long de l'année, et même sur plusieurs années, pose nécessairement la question du cadre de travail dont il a besoin pour créer un partenariat, et nous l'avons vu dans les exemples que je vous ai montrés plus tôt. Heureusement qu'ils existent, mais malheureusement ce ne sont pas forcément la norme. Nous n'allons pas être exhaustifs sur les limites parce que j'ai plus que 5 petites minutes, mais je vais m'appuyer sur un point. Quand on parle de temps long dans l'éducation artistique et culturelle, il faut qu'on parle aussi du maintien de ces emplois. Je ne parle pas que des musiciens intervenants, mais bien de la permanence d'acteurs sur le territoire au quotidien et sur un long temps pour pouvoir avoir une éducation artistique et culturelle. Et notamment, on en a parlé tout à l'heure avec Gérard et Michel, mais la reconnaissance du travail et des besoins sont importants, et qu'un partenariat, ça se fait dans le temps. Nous allons prendre l'exemple d'une collègue, pour terminer, qui, depuis 14 ans, travaille sur un territoire et enchaîne des contrats à durée déterminée depuis des années, depuis 14 ans, sans bien sûr prise en compte de son avancement de carrière. Elle pourrait passer le concours de la fonction publique, me diriez-vous, mais elle les a passés, mais force est de constater qu'aucun poste n'a été ouvert sur le territoire où elle était, donc elle a décidé de rester sur le territoire, car le travail de plusieurs années de partenariat sur le territoire allait revenir à zéro. Construire un partenariat fructueux sur un territoire demande du temps, mais aussi de la volonté de l'ensemble des partenaires de l'EAC. Cela demande de donner aux acteurs et dès à présent aux musiciens intervenants la possibilité d'évoluer dans leur carrière, et aussi bien en matière de rémunération, mais aussi statutairement. Les musiciens intervenants sont des personnes taillées pour l'EAC, mais en sont aussi les grands oubliés. Juste pour petite nouvelle, notre collègue de 14 ans d'expérience vient de nous annoncer qu'elle quittait le métier de musicien intendant pour faute d'évolution et de reconnaissance. Et donc c'est quand même 14 ans d'expertise de partenariat sur un territoire qui vont recommencer à zéro avec un nouveau musicien intervenant. À l'heure du 100% AC, nous sommes un peu désolés.
Je terminerai juste par une petite citation, parce que mon explication était très factuelle, mais je vais citer Gérard Rottelin dans son livre écrit avec la FNAMI Auvergne-Rhône-Alpes, qui est disponible au théâtre, qui s'appelle « Profession musicien intervenant, un métier pour aujourd'hui et pour demain ». Dans son chapitre « Croire au temps », il nous dit comment pour toute démarche qui relève de la comme pour toute démarche qui relève de la plantation, l'éducation réclame le sens d'un temps long, qui n'est pas celui de l'immédiateté ni du court terme. La patience est une vertu qu'apprend tout éducateur, sauf à se détruire le système nerveux. Et quand un premier résultat est obtenu, on peut alors passer à l'étape suivante. Et quand un premier résultat, c'est ce que font tous les enseignants, poursuivre, parfois recommencer, parfois attendre le bon moment, ne jamais penser qu'on est seul à être concerné par ce genre de mission, ne pas déchirer la tunique ni ne couvrir de cendres parce que le résultat obtenu n'est pas exactement celui attendu. Et nous rajouterons, la FNAMI, encore faut-il avoir le temps. Voilà, merci. Merci Simon pour toutes ces réflexions, notamment autour de ce métier de musicien intervenant. Est-ce que ça vous inspire des réactions, des questions ? Je voudrais juste contrebalancer, on a quand même des violonistes qui interviennent dans le cadre des conservatoires, qui ont un statut, comment dire, ils sont en catégorie B. Bon, il est vrai que les concours, il y a peu de postes ouverts, et on essaie d'y réfléchir actuellement. Mais je dirais quand même que les violonistes au sein des conservatoires apportent vraiment une fraîcheur, un supplément d'âme, un savoir-faire que les enseignants des disciplines peut-être plus ne savent pas faire, il faut être honnête. Et je pense que peut-être qu'il faudrait réfléchir au moment de la formation, peut-être à croiser un peu ces publics, ces étudiants qui sont des pôles supérieurs, des CNSM, et je pense que vous serez en capacité d'apporter une véritable plus-value dans le chemin de formation. Après, je n'ai pas le même constat que vous, j'ai un constat plus positif, et je crois en l'avenir de ce métier, il y a des réflexions de fond, mais très sincèrement, les politiques publiques et les politiques culturelles actuellement sont en attente véritable de l'éducation artistique et culturelle. C'est un véritable besoin parce que chaque enfant, et au-delà, on sait bien que l'EAC, ce n'est pas que les enfants, c'est tout au long de la vie, hein, c'est dans plusieurs corps de... Mais on a vraiment besoin de cette expérience professionnelle pour vivre et faire vivre des expériences différenciées avec des publics différenciés. Donc voilà, je voulais parce que je sais que quand on est le nez dans le guidon, dans les difficultés perpétuelles, on finit par voir un petit peu en noir, on fatigue, on s'use. Mais au-delà de ça, il y a quand même de très très belles choses quand même qu'il faut souligner. Et il faut s'appuyer sur les belles choses, faire le constat des mauvaises choses, essayer de trouver des solutions pour pérenniser ce métier, le faire avancer, surtout dans l'évolution de carrière. Ça c'est pas normal qu'une personne qui a un DU de musicien intervenant ne puisse pas évoluer en catégorie au même titre qu'un enseignant. Ça, c'est pas possible. Parce que ça, si vous voulez, le problème qui se passe après, c'est que quand vous avez les étudiants dans les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, ben, ça ne leur donne pas envie d'aller, alors qu'il y en a certains qui auraient vraiment une patte, un profil pour cela, mais ils disent, oh là là, ça va être compliqué, je vais être partout. Bon, on sait bien qu'à partir de 40 ans, fin d'année, c'est un métier qui est difficile. Et pourtant, il faut quand même qu'on réfléchisse à faire évoluer les pratiques. Mais voilà, il y a quand même de très très belles choses. Je me permets juste de répondre rapidement. En effet, toute cette question-là, en plus on en discute beaucoup avec le Conseil national des CFMI au quotidien. Bien sûr qu'il y a un besoin, même nous parfois on parle de révolution du métier à l'orée de nos 40 ans. Comme on disait, c'est un métier très jeune ou qui se réinvente tous les jours. Mais on aura beau se réinventer dans notre coin, ça ne va pas faire bouger les choses aussi. On a besoin, comme ça a été fait en 83-84, un positionnement clair des politiques publiques vis-à-vis de l'EAC. Parce qu'on entend des beaux discours de 100% EAC, de chaque culture, etc. De millions posés sur la table sur la question de la culture pour l'accès à tous. Et ceux qui font ce travail-là déjà, on ne le voit pas, ces millions-là. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là on a besoin d'une révolution, mais il faut que tout le monde, nous on est prêt à faire tous les efforts, et je sais que les discussions qu'on a avec le Conseil national des CFM, je sais que c'est pas du tout la question, donc je fais très court, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de se poser les vraies questions, et que tout le monde
ils mettent la main enfin pas à la poche, mais ils donnent de l'envie. Et malheureusement, force est de constater que parfois il y a un endroit où ça bloque. Je dirais pas où, mais vous m'avez compris. Oui, alors c'est vrai que l'objet de notre échange, là, il portait plus aussi sur les spécificités et les particularités de ce métier en ce qui te concerne, hein. Pas forcément des questions statutaires ou de place, mais peut-être pour élargir aussi la question par rapport à cette question du temps, on parle parfois du musicien intervenant comme un artiste en résidence permanente dans un territoire, en faisant le parallèle avec peut-être des artistes qui auraient une présence plus ponctuelle. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'opposer les deux manières de rencontrer un artiste, mais au contraire, je pense qu'elles ont une forme de complémentarité. L'artiste qu'on va rencontrer une fois parce qu'il vient faire un spectacle et qui vient du coup à la rencontre des élèves pour une séance, une rencontre ponctuelle ou peut-être quelques rencontres, mais furtivement. Et la différence du musicien intervenant qui serait un artiste qui est, s'il s'inscrit, l'exemple de Simon, qui est depuis 10 ans dans le même territoire, avec, j'imagine, une très bonne connaissance de territoire, de ses acteurs, de ses enseignants, de ses ressources culturelles. Donc c'est peut-être un peu ça, la spécificité du métier de musicien intervenant, c'est d'être un artiste. Et le fait d'avoir mis musicien en premier n'est pas anodin. C'est un artiste, mais c'est un artiste qui est très ancré dans son territoire. Donc la notion du temps long, peut-être la voir sous cet angle-là, c'est-à-dire avoir le temps de bien connaître les acteurs, et notamment les acteurs éducatifs et culturels d'un territoire. Voilà. Et sachant que voilà, on avait utilisé, je crois que c'est d'ailleurs ça a été repris dans le descriptif des rencontres, la notion d'artiste de scène et d'artiste de classe, formule un peu raccourcie, hein, un peu provocatrice aussi, parce qu'effectivement c'est peut-être pas aussi voilà, souvent des artistes de classe sont aussi des artistes de scène, et souvent les artistes de scène sont souvent aussi des artistes de classe. Mais voilà, c'était un petit peu pour susciter l'échange sur cette question-là. Je ne sais pas si ce que je viens de dire inspire des réactions sur la complémentarité de ces deux formats artistiques. Oui, moi deux formats d'intervention. Bénédicte. En fait, dans ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, sauf que dans la réalité, sur un territoire, quand les dumistes sont embauchés par les élus, c'est extrêmement rare qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse le musicien intervenant comme musicien, comme artiste. Enfin, c'est un combat énorme. Ah vous faites avec les petits, vous faites un peu de gratte, tout ça, c'est super, c'est sympa. Mais en fait, le métier d'artiste, il n'est pas reconnu vraiment à sa juste valeur. Et ça, je pense que c'est une des grandes souffrances du musicien intervenant. C'est que même par rapport aux autres enseignants, par exemple, d'une école de musique, il est sous-considéré très souvent. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup d'écoles de musique, j'ai dirigé une école de musique et j'étais aussi musicienne intervenante longtemps, et j'ai toujours ressenti ça. Parce qu'on va dans les écoles, parce qu'on s'adresse à des enfants dans les écoles, t'es pas vraiment artiste. Alors qu'on est amené à écrire de la musique, à diriger des chœurs, etc., ou à jouer, et puis on a sa propre pratique. Mais ce n'est pas considéré pareil. Voilà, ça c'est un regard de terrain, de 40 ans de terrain, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres musiciens intervenants qui sont d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, le musicien intervenant est-il un musicien? Je provoque, hein, je fais des formules un peu... Voilà. Mais, non, mais, voilà. vrai, hein, mais oui, mais c'est un peu la question que tu poses. Mais c'est une souffrance. Et je me pose, alors pareil, je cherche des formules provoques aussi, histoire de faire l'échange. Est-ce que quelque part, l'artiste de scène, alors le musicien de scène qui fait de la création, qui monte sur la scène, qui réalise des disques, qui fait, etc., est-ce que ce musicien-là, lorsqu'il vient travailler dans l'école, faire un projet avec une classe, est-ce qu'il est suffisamment intervenant aussi, à l'inverse? Est-ce qu'on lui reprocherait pas de pas l'être assez? Voilà. Est-ce que quelque part on n'est pas... C'est-à-dire que je pense que on utilise le même mot pour deux choses assez différentes. Intervenir à l'école en musique, c'est à la fois le travail que fait le musicien intervenant, mais c'est aussi le travail que fait l'artiste qui vit de son art, de la rencontre avec le public, quand il vient intervenir dans la classe. Et quelque part, on utilise le même mot pour peut-être deux postures qui sont assez différentes, qui, selon moi, sont totalement complémentaires et qu'il ne faut surtout pas qu'on oppose. Je crois que, d'ailleurs, les musiciens intervenants eux-mêmes sont ravis lorsqu'ils peuvent s'appuyer aussi sur des artistes de passage qui viennent faire une rencontre. Et je pense qu'ils ont
tous les deux leur place dans le maillon de l'éducation musicale à l'école? Pour un petit exemple, j'avais pris l'exemple de Debout sur le Zinc qui était dans l'Allier, parce que j'ai rencontré le chanteur et par exemple, lui, il ne veut plus faire de projet d'éducation artistique et culturelle sans un musicien intervenant qui l'accompagne sur le terrain, parce qu'ils ne se sent pas la capacité de pouvoir... Enfin, ils se sont la capacité de pouvoir animer des petites écritures, des petits ateliers d'écriture de chansons, mais c'est vrai qu'il a vu la différence entre le moment où il y avait un musicien intervenant qui connaissait les enfants, qui connaissait les enseignants, qui connaissait le terrain, et quand il arrive comme ça, ponctuellement. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie corrélation à avoir entre, du coup, un artiste qui vient ponctuellement proposer un projet, une œuvre, une vision, et le musicien intervenant qui lui aussi est artiste à sa manière, mais sur d'autres références qui sont sur des temps éducatifs plus longs aussi. Mais du coup, faire ce lien-là, c'est complètement complémentaire entre ces deux artistes à leur façon à eux. Ce qui montre bien qu'il y a des étiquettes finalement qui sont mises sur l'un qui serait plus spécialiste de l'intervention, l'autre plus spécialiste de la musique. Voilà. Mais quelque part, on a une question d'étiquette et de frontières là, qui crée pas mal de confusion, sans doute. Oui, alors maintenant que je travaille sur l'EAC en général, donc sur toutes les disciplines, et que justement mon rôle c'est sur le territoire de monter des projets avec des artistes et les écoles et d'autres partenaires divers et variés, il y en a beaucoup. En fait, quand un intervenant, un artiste intervient dans un établissement, on parle de l'établissement scolaire, il vient avec pour faire connaître et traverser aux enfants sa propre démarche artistique. Et un musicien intervenant, ce qu'on lui demande, c'est pourtant, tout à l'heure, il était dit que chacun a son profil, son esthétique de pratique musicale, etc. Le musicien intervenant en premier, on ne lui demande pas de faire traverser sa pratique, son esthétique, etc. On lui demande de répondre à une demande des enseignants musicalement. C'est-à-dire qu'il va proposer un projet, enfin co-construire avec les enseignants, pour traverser de façon sensible une problématique que l'enseignant va développer après dans sa classe, ou avant ou pendant. Et du coup, le regard aussi des partenaires n'est pas le même. Et ça joue beaucoup, ça. Oui, sachant qu'on peut se demander si le musicien intervenant ne pourrait pas plus faire valoir son identité dans sa manière de penser son métier, et pas être simplement finalement l'objet d'une commande de professeur, voilà. mais quelque part amener son identité artistique et ses propositions. Ouais. Pour avoir travaillé avant, donc j'étais du MIS et j'avais un collègue, on était extrêmement différents dans nos formations, nos pratiques artistiques, nos goûts aussi artistiques et musicaux. Et du coup, on se complétait beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la même manière d'aborder même intitulé de projet. Donc là, quand même, on intervient en tant que musicien. Mais nous, on le sait, mais les interlocuteurs, qui sont les partenaires, ne le reconnaissent pas vraiment. Voilà. La conception même qu'on a culturellement de l'art et de l'art vivant dans notre société. Il y a... Moi, avant d'être musicien intervenant, pendant des années, j'étais artiste, donc j'avais ma compagnie. Et je voyais bien que j'étais à un espace, dans un endroit où justement je bénéficiais d'un regard bienveillant, etc. Et que je participais, que je nourrissais quelque chose que j'ai plus envie de nourrir, et qui est cette conception que sur scène sont ceux qui savent, et de l'autre côté sont ceux qui doivent admirer, quelque part. Et c'est un peu à gros traits, mais c'est quand même un peu ça, le fond, quoi. Et du coup, moi, il y a un moment donné, j'ai plus eu envie, en tout cas, d'être là. Enfin, voilà, et je suis d'autant plus content d'être là où je suis maintenant, de l'autre côté, du côté de ceux qu'on ne voit pas, et qui sont là à côté des autres, des enfants, des enseignants, des partenaires, et qui sont là à côté pour faire exister la musique, l'art, dans la vie, quoi. Qui est vraiment une autre façon de placer finalement l'art, la pratique artistique dans notre vie. Et en fait, on est quand même globalement en permanence stimulé dans l'idée qu'il y a ceux qui réussissent, ceux qui savent, et puis les autres. Je finirai juste sur cet exemple-là. Moi, j'ai fait de la musique malgache avec des malgaches pendant des années, et là-bas, tout le monde chante à quatre voix.
C'est comme ça, au repas de famille, quoi. Et je me dis, mais oui, c'est qu'ils ont une autre vision aussi de la place de la musique. Être professionnel, c'est presque bizarre. On ne sait pas ce que c'est. Par contre, la musique, elle est là. Elle est là dans la vie. Et je suis content aujourd'hui, en tout cas c'est cohérent aujourd'hui, d'être musicien intervenant pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de nourrir cette chose importante là, qui est de faire vivre la musique au milieu des gens, à leur façon, pour revenir sur la première... Très bien. Eh bien, peut-être qu'on pourra revenir un petit peu sur ces questions-là plus tard, si vous le souhaitez. On va peut-être écouter Bénédicte, qui est notre troisième intervenante, sur toutes ces questions. Bénédicte, vous travaillez actuellement au Petit Écho de la Mode. C'est un pôle culturel, le pôle culturel de l'Ef Armor Communauté, au sein du service développement culturel. Et vous y êtes depuis 2018 en tant que responsable des actions d'éducation artistique et culturelle et chargé de programmation. C'est bien ça, oui. Auparavant, vous avez été musicienne et pédagogue. Vous avez travaillé au sein de plusieurs écoles de musique et conservatoires en tant que professeur de piano et de formation musicale, de chef de chœur et d'ensemble instrumentaux. Et vous avez également été directrice d'école de musique. Voilà, comme musicienne intervenante, vous avez mené des projets musicaux dans les écoles au premier degré, dans les structures de la petite enfance, sur des territoires très variés, allant des quartiers prioritaires de Maurepas à Rennes à des communes plus rurales, comme sur votre territoire actuel, l'Ef Armor Communauté. Du coup, quel regard portez-vous sur ces questions de coopération au regard de votre expérience de mise en œuvre de projets EAC sur le territoire de l'Ef Armor Communauté ? Quelles conditions, quels leviers, quelles limites voyez-vous à la collaboration entre les différents acteurs de l'EAC sur un territoire ? Alors après ce que j'ai entendu, je ne voudrais pas raconter la même chose. Donc ce n'est pas intéressant. Tout était très intéressant. Donc du coup, je vais changer ce que j'ai fait. Mais on sait que pour un bon partenariat, de l'écoute, de l'échange, de l'interconnaissance, ça fait qu'il peut, qu'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Et moi, je voulais justement aller plus loin, c'est-à-dire, parce que ça, on en a parlé, je ne vais pas recommencer, mais du coup, qu'est-ce que ça... Parce qu'on n'a pas parlé, on parle de l'organisation des choses, mais au fond, on ne parle pas trop de ce qui se passe sur le terrain avec les enfants, vraiment. Et donc, je voulais un peu attirer l'attention là-dessus. C'est que moi, j'ai fait l'expérience en tant que musicienne intervenante, que justement, quand on travaille dans un temps long, donc il y a de la connaissance, l'interconnaissance avec les partenaires, donc s'installe un esprit de confiance vraiment. Et c'est grâce à ce terreau de confiance, en fait, qui permet un lâcher-prise des uns et des autres pour juste laisser de la place vers l'inconnu, en fait, que peut se créer des situations inédites et riches en inventions. Et je vais vous parler de deux situations qui vont permettre de rebondir sur ce que vous avez dit, là, qui ont permis, en fait, c'est-à-dire que ces coopérations de partenariat ont permis notamment la coopération à d'autres niveaux. C'est un projet, ça va vous paraître ça, mais donc c'est un projet qu'on m'avait demandé en tant que musicienne intervenante. C'était un projet, une enseignante m'avait dit, moi j'aimerais bien faire un projet d'expression corporelle sur la musique du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Je ne dis pas pourquoi pas, sauf que moi, l'expression corporelle, à cette époque-là, je n'étais pas du tout à l'aise. Je ne voyais pas trop où aller. Mais bon, je me dis, on va y aller quand même. Et l'enseignante non plus, c'est pour ça qu'elle m'avait demandé. Donc, vous voyez, on partait loin. Mais comme on se connaissait vraiment, on avait travaillé plusieurs fois ensemble, sur plusieurs années. C'est-à-dire que le temps long, ce n'est pas simplement le temps du projet, mais c'est le temps de la relation, en fait. Ça, c'est très important. Enfin, c'est ce que vous disiez, de toute façon. Et donc, là, moi, pour rebondir à ce que vous disiez, vous, je ne me souviens plus de votre prénom, David, oui, c'est ça. Moi, me poser la question, je me pose toujours cette question, c'est du rôle du médiateur, parce que là, pour le coup, je devais faire quelque chose avec le carnaval des animaux, donc comment faire écouter cette musique-là. Or, moi, souvent,
enfin, c'est quelque chose dans lequel je suis pas. C'est une question qui me pose, enfin, qui m'interroge. C'est est-ce que le médiateur peut mettre en captivité, en fait, les personnes avec qui il va travailler. Ça, c'est une question très importante que tu soulèves. Bon, ben donc moi, je suis partie avec comment je vais mettre les enfants à écouter cette œuvre-là. Je suis partie avec moi comment je vis une écoute. Il fallait bien partir par quelque chose. Et moi, vraiment, je me suis jamais raconté, même quand j'étais petite, une histoire en écoutant de la musique. J'ai jamais pu imaginer dessiner en écoutant de la musique, même encore moins faire de l'expression corporelle ou danser. Voilà, j'ai toujours aimé être dans mon siège, écouter, et je vivais des tas de choses intérieurement. Donc, je suis partie là-dessus. Et sur la matière sonore, qu'est-ce qui me faisait vibrer, moi. Donc, je me suis dit, bon, ben, avant d'y aller aux séances, je vais écouter les pièces, les différents tableaux, en me disant, bon, ben, voilà, quand même, il y a ça qui est intéressant, ça, tous ces éléments musicaux que je vais essayer de faire repérer par les enfants. Donc, je suis arrivée à la première séance et vraiment, je ne savais pas du tout, à part ces moments de questionnement que l'on allait partager avec les élèves, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer après. Donc, on écoute le premier tableau, je pose des questions, on parle de la matière sonore, des changements, du grain, de plein de dynamiques, voilà, ma façon d'écouter. Bon, ok. Et puis après, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire. Et puis là, ce sont les enfants qui ont pris les choses en main. Mais tout de suite, en fait, de façon naturelle. Ah, moi, je pense à ci, je pense à ça. Et du coup, ils sont partis sur le narratif. En tout cas, la majorité. Et ça rebondit. Et ça, je dis, bon, ok, on y va. Ouais, puis on pourrait faire ci, ok, ça. Bon, je dis, bon, ok, c'est très bien, tout ça. On y va. Pouf, je mets le bouton. J'appuie sur le bouton. Et la musique part. Et là, du coup, tout le monde était habité par cette histoire, plus ou moins commune. Je dirais plus ou moins, parce que, en effet, chacun la perçoit différemment. Enfin, ils avaient décidé en gros d'un scénario, mais après, chacun a exprimé avec son corps ce qu'il ressentait. Et en fait, ce procédé-là d'aller-retour entre moi qui les mettait à se questionner sur ce qu'ils entendaient et les propositions des enfants, en fait, c'est comme ça que se sont construits les séances. Ça a été le même schéma tout le temps. Donc là, je peux dire qu'on a vraiment coopéré. Et vraiment, sans les enfants, j'aurais jamais pu mener la séance, ni l'enseignante d'ailleurs. Et donc, on a vraiment été dans cet état de coopération. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que moi, j'ai beaucoup appris pour dire qu'à travers la coopération, puisqu'on fait ensemble, on apprend les uns des autres énormément. Et moi, j'ai appris beaucoup là sur ce projet-là des enfants. Et j'ai réutilisé des choses après dans d'autres projets. J'étais beaucoup plus à l'aise sur certains autres projets. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et à dire... Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à un moment donné, il y a un tableau qui s'appelle Le Coucou, donc c'est une pièce avec piano et clarinette, et il se trouve que l'enseignante m'a dit « Ah ben ouais, mais moi je suis clarinettiste. Est-ce que je peux emmener la prochaine fois, parce qu'on va faire ce tableau-là, ma clarinette pour montrer aux enfants ?» Je dis « Bah ouais, très bien, tout ça. » Et puis au moment de la séance, je dis « C'est super, mais on va jouer ensemble. » Et donc on a codé la partition ensemble, avec des trous, des petits ronds et puis des croix. Et puis, l'enseignante et les enfants se sont mis à jouer ensemble. Avec des claves, je n'avais pas 36 pianos, donc on a pris les claves pour faire le piano, et l'enseignante a fait la clarinette. Et du coup, là, ça a déplacé encore le rôle de chacun, et les élèves et l'enseignant ont coopéré, en fait, vraiment, pour jouer ensemble une pièce. Voilà. Donc alors là, il y avait un challenge quand même, et pour la maîtresse, et pour les enfants. Et voilà, c'était une autre forme de coopération que je trouve intéressante. Voilà. Une autre forme de coopération que j'ai aussi vécue dans un autre projet, pour le coup, en tant que musicienne intervenante, c'était un projet. Alors, c'est parti en fait du service culturel qui n'était pas du tout encore installé au Petit Écho de la Mode, qui était encore en travaux. Et le directeur de l'époque me montre des idées de programmation qu'il avait. Moi, j'étais encore dumiste et directrice de l'école de musique. Et en voyant le titre d'un des spectacles, je me dis, je pense que je peux rebondir là-dessus. Et ça s'appelait Facétie lyrique pour Loustic, de la compagnie Volte Quarte. Et vu ce qui était décrit, j'ai pensé que ça devait se parler de Stripsodie de Cathy Berbérien. Du coup, je me suis dit, ok, on va faire un appel à projet.
Donc on a proposé ça à des écoles. Et il y a une équipe de 5 classes de cycle 2 qui m'ont dit nous, ça nous intéresse. Ils ne connaissaient pas l'œuvre du tout, mais c'est pas grave. Et donc on a beaucoup parlé ensemble avec les enseignants. On est parti sur l'idée donc de faire un projet jeux vocaux, jeux de langage, puisque eux ils étaient vraiment dans les apprentissages de langage. Et on est allé voir, on a fait en sorte que les enfants puissent aller voir à pied facilement le spectacle. Donc le spectacle a été programmé dans la commune de l'école. Donc les 5 classes sont allées voir le spectacle. Et après, on a rebondi sur un cycle de 12 heures, enfin de 12 semaines. On a rebondi, c'est pas 12 heures, c'est 12 semaines, parce qu'il y avait vraiment un gros travail entrepris avec les enseignants entre chaque séance. On a créé j'ai proposé un laboratoire de création. On explorait avec la voix des tas de choses en laboratoire, on faisait des tas de jeux pas possibles, beaucoup en s'inspirant quand même de ce que avait fait Guy Rebel, mais c'était que de l'inspiration, on n'a pas pris de partition ni à quoi que ce soit. Et puis on s'est appuyé aussi sur des Stripsody de Cathy Berberian, mais aussi d'autres œuvres que j'apportais des petits extraits. Ça pouvait être de la musique très contemporaine, du scat de jazz, de la musique du monde, avec de la musique lyrique pour sentir les différentes dynamiques, tessitures, grains, etc. Et de la voix, on a joué avec ça. Et après, une fois qu'on jouait ensemble, tous en groupe, on faisait des petits groupes. Et là, chaque groupe devait inventer quelque chose en prenant un petit peu le procédé musical de chaque extrait qu'on avait utilisé. Et donc là, c'était des petits laboratoires de coopération de création pour le coup. Et chaque enfant était responsable de la finalité, puisque ils étaient à 4 ou 5 à créer quelque chose. Et chacun avait sa responsabilité. Par exemple, il travaillait sur un mot qu'il choisissait. Et à partir de ça, par exemple, il travaillait sur les phonèmes. Enfin, ils inventaient sur les phonèmes. Chacun avait la responsabilité d'un phonème. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas s'extraire du jeu, quoi. Donc, là, on peut parler de coopération, de pratique artistique, de création artistique, voilà. Et parce que ce qui a fait, c'est que c'est un sacré foutoir dans la pièce. Je veux dire, c'était un laboratoire de création. Et quand même, ils étaient dans cette exigence qu'à la fin de la séance, chaque groupe devait montrer aux autres. Et moi, je tenais fort à ça pour qu'ils soient dans la dynamique d'assumer leur geste musical, leur intention musicale. Et donc, ça crée une exigence vraiment forte. On jouait, certes, mais avec une exigence. On parlait tout à l'heure je ne sais plus qui disait ça, il y a exigence et bienveillance, voilà, c'est ça. Donc, ils ont inventé, créé, etc. Et là, je peux vous assurer que les corps étaient en action, parce qu'il n'y avait pas de table, c'était une salle vide. Les corps étaient en action, en invention, ça parlait fort des fois. Des fois, il y en avait qui étaient étalés, affalés, parce qu'ils étaient en manque d'idées. Enfin, voilà. Et mon rôle, c'était de passer de l'un à l'autre, et puis qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs intentions, pour qu'à la fin de la séance, ils puissent montrer ce qu'ils avaient fait aux autres. Voilà, une autre forme de coopération. Mais tout ça, c'était possible parce qu'en amont, on se connaissait avec les enseignants, on avait travaillé longtemps ensemble, plusieurs fois, on avait beaucoup parlé, parce qu'on était chacun d'accord sur ce qu'il fallait. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on était d'accord sur l'objectif vraiment premier à défendre autour de ce projet, chacun pourtant ayant ses champs de compétences, et les enseignants, eux, ils étaient dans les apprentissages de langage, et moi j'étais juste dans la découverte et la sensibilisation à l'émotion artistique en fait et à la création artistique. Mais il n'y a jamais eu de confusion, et pour les enseignants c'était très important cette appréhension des notions de langage par le sensible d'abord, un peu comme un enfant apprend à parler avant d'écrire, quoi. Et ça, c'était très important. Et c'est la dernière chose que je voulais dire, c'est que parfois, il y a des projets qui ne vont pas très bien et qu'on ne peut pas justement mener ce niveau de coopération avec les enfants. Bon, ça dépend des objectifs et puis ça dépend des projets, mais ce que j'ai ressenti parfois, c'était la grosse difficulté que j'ai ressenti le plus en pas mal d'années d'expérience, c'est la difficulté pour chacun de faire un pas de côté, on en parlait tout à l'heure, pour aller sur le terrain de l'autre,
c'est même pas tellement pour aller sur le terrain de l'autre, c'est pour juste s'ouvrir à un inconnu, à ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pas toujours facile, notamment pour je sais pas s'il y a des enseignants là, mais pour le milieu éducatif, c'est pas toujours facile. Mais pour l'artiste non plus, parce que quand il vient, il a son bout de gras à défendre, son identité à défendre. C'est pas toujours facile non plus de comprendre les besoins des autres. Mais ce qui manque parfois, et ça se ressent très fort, je suis assez frustrée parfois, c'est qu'il n'y a pas cette question première, c'est qu'est-ce qui se joue à chaque instant, ici même, en chacun des personnes qui sont là. On parle de groupe, on fait avec les groupes, etc. Mais en fait, la question, c'est pas le groupe, c'est qu'est-ce qui se passe en chacun des participants, intérieurement, émotionnellement. Et il faut pour moi, il faudrait être habité en tant qu'artiste, en tant qu'agent culturel, en tant qu'enseignant, en tant qu'agent d'une structure sociale, par exemple, être habité par cette question-là dans chaque intervention. Et ça nécessite un lâcher-prise important, en fait, de faire un pas de côté, parce que ça ne nous appartient pas, et il faut être très humble par rapport aux résultats, mais c'est quand même la question première, et pour ne pas se tromper d'objectif, il faut être habité par ça. Voilà ce que je voulais dire. Oui, des choses très fortes, bravo. On voit bien que, en fait, pour laisser la place au public, ce qui est intéressant, c'est déjà alors ça rejoint peut-être un petit peu ce que disait tout à l'heure un peu Alban, c'est peut-être ne pas arriver en étant celui qui sait, déjà, pour pouvoir laisser la place au public, notamment de créer et d'inventer. Alors ça ne veut pas dire forcément nier son expertise quand même, hein. Il faut faut arriver avec une expertise, mais en même temps être capable de laisser la place à l'inconnu, à l'imprévu, ce qui est sans doute quelque chose d'assez complexe. Et sans doute qu'effectivement, ces notions de temps long, d'inscription d'un territoire, de connaissance des adultes qui vont collaborer l'un avec l'autre, est un facteur assez favorisant, sans doute aussi. Ouais. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des réactions sur ce témoignage. Oui. Je vais revenir sur cette collaboration musiciens, intervenants et enseignants. On sent que vous avez été beaucoup touché par cet enseignant qui se permet de dire moi je fais de la musique aussi, est-ce qu'on peut en partager, est-ce qu'on peut échanger. Moi je sens l'émotion moi en tout cas ça m'a beaucoup touché. Est-ce que c'est récurrent d'avoir ce genre de choses chez vous, les musiciens intervenants? Est-ce que vous sentez que l'enseignant est plutôt spectateur de manière générale ou collaborateur avec vous? Donc je parle avec vous, mais je parle aussi avec vous et d'autres aussi qui sont dans cette expérience-là aussi. On revient sur cette question de confiance qu'on disait. En fait, un enseignant, on peut découvrir après 2 ans qu'il fait de la guitare. Et il ne nous a pas voulu nous le dire parce qu'il ne se sentait pas du tout à l'aise de pouvoir nous le dire. Mais ça montre bien le côté de l'enseignant au début, c'est comme une relation, hein, on se regarde de loin et on se rapproche au fur et à mesure, et tout ça, ça demande du temps et de la confiance. Moi, pareil, j'ai découvert qu'un enseignant, au bout de 2 ans, il savait faire de la guitare. En plus, il savait super bien, beaucoup mieux faire de la guitare que moi. Et c'est moi qui galérais à faire les accords pour accompagner les enfants, parce que je suis violoncelliste au départ. C'est la même chose, c'est au fur et à mesure qu'il y a la confiance qui se crée, parce qu'on a fait des projets ensemble, parce qu'on a construit quelque chose de commun, et voilà. Oui, alors, des cas comme ça, il n'y en a pas 36 non plus. Hein, mais par contre, ça peut être le cas, par exemple, dans ce projet Facétie lyrique pour l'Oustic, là, il y a une enseignante qui m'a dit, parce que on allait voir le concert dans une grande proximité, c'était une petite salle, une salle communale qu'on avait arrangée pour accueillir ce concert, et c'était quand même il y avait la chanteuse allait faire, c'était un seul sur scène, et elle chantait des mélodies de Poulenc et ce Rhapsodie de Cathy Berberian, et donc de la musique contemporaine. Et donc, il y a quand même, quand on entend la musique lyrique pour la première fois, il y a une espèce de... C'est fort, c'est puissant, ça peut déranger, puis surtout en grande proximité. Donc, au début, moi, je me suis dit, faut pas que ce soit la foire non plus, il faut qu'ils soient prêts à venir écouter, les enfants. Donc, j'étais partie sur l'Air des bijoux de Fosse de Gounod, là, et donc, pour m'appuyer... Pour les rentrer en matière, je me suis appuyée de la BD Les bijoux de la Castafiore, et donc j'avais mis une série d'images, des BD avec l'ensemble des paroles en fait à la suite. Donc ils devaient repérer à l'oreille, c'est pas facile parce que c'est la musique lyrique. Donc voilà, c'était une entrée en matière
par rapport à la musique. Et du coup, après, une des enseignantes m'a dit « Mais moi, j'adore la musique lyrique, la musique classique, et je sais pas comment faire, je savais pas comment faire pour écouter, pas faire partager ça aux enfants. » Et là, tu as fait une entrée en matière, c'est super, parce que maintenant, toutes les semaines, ils ont leur opéra, quoi. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un autre aller-retour. Il y a pas mal de choses comme ça qui font que c'est assez facile. Je voulais dire un autre truc, mais je l'ai oublié, donc je passe la parole. Je voulais juste peut-être intervenir sur cette question du côté de la formation, parce que donc, comme vous savez, je forme des musiciens intervenants. En fait, on travaille avec nos étudiants en leur disant qu'ils ont un peu de public. Hein. Il faut à la fois qu'ils travaillent pour les enfants, mais ils travaillent aussi à créer une collaboration avec l'enseignant. Et c'est une des techniques professionnelles sans doute des plus complexes, parce qu'on travaille avec un adulte devant sa classe, avec tous les symboles qu'il peut y avoir d'expertise, voilà. Et en même temps sur une matière que lui ne maîtrise pas. Oui, on est sur une relation assez compliquée. Et c'est vrai qu'une des techniques professionnelles du musicien intervenant, c'est avec chaque enseignant singulier, de réussir à construire la relation de collaboration qui va être fructueuse. Et c'est très complexe, mais c'est d'une richesse extraordinaire. Quand le musicien intervenant arrive à trouver la place qu'il doit occuper par rapport à l'enseignant, qui va être différente à chaque classe, hein. Il y a des enseignants qui vont être capables de diriger leur classe musicalement, de se mettre devant, c'est eux qui dirigent. Et là, le musicien intervenant, il accompagne à l'instrument, il donne quelques billes, il peut aider à faire travailler, mais à la fin, c'est lui qui va être devant. Certains vont dire « Ah non, mais moi, c'est pas du tout la place que je dois avoir, etc. » Il y en a qui, effectivement, peuvent se retrouver accompagnés. Il y en a qui peuvent travailler sur l'interdisciplinarité avec, expliquer les textes. Il y a plein de positions possibles et ça va dépendre à chaque fois de la personne avec qui on collabore. Et c'est une des techniques professionnelles les plus complexes, puisqu'en plus, tous les 3 quarts d'heure, vous changez de collaborateur. Donc vous changez les enfants, vous changez le collaborateur. Je ne vous parle pas du changement de salle, du changement... Enfin bon, en gros, tout change tout le temps. Donc bon, ça fait un professionnel qui peut des fois être un peu fatigué, mais en même temps, ça crée derrière des compétences humaines extrêmement riches avec le temps, parce que je pense qu'avec le temps, ils apprennent justement à s'adapter très très vite à des situations très différentes. Et notamment la place de l'enseignant, elle est fondamentale. Et c'est certainement aussi, quand on parle du temps long, une des grandes spécificités du musicien de classe par rapport au musicien de scène, c'est que il sait ça, quoi. Son public, c'est aussi l'enseignant qui est là. C'est pas que les enfants qui sont dans la salle, quoi. Je me permets juste d'intervenir parce que je vais du coup vous dire au revoir parce que je vais devoir vous quitter. Mais juste rebondir une dernière fois sur la chose, c'est que ce qui est assez amusant quand on monte un projet sur une année, c'est que quand on le monte en septembre ou en juin, ça dépend de quelle temporalité on a, chaque temporalité est différente. Bon, en fait, on revoit un an après l'arrivée du projet. Souvent, il est absolument pas, c'est pas absolument pas ce qu'on avait décrit au début. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est comment chaque enseignant aussi se positionne dans le projet EAC, parce que quand même c'est quand même lui qui doit diriger le projet, c'est lui qui dirige l'enseignement dans sa classe, le développement des ressources pédagogiques et de l'apprentissage tout au long de l'année pour sa classe. Et quand on arrive à l'intégrer vraiment dans ce système-là, ça apporte des propositions, comme on disait, merveilleuses. Mais voilà, ça demande du temps et parfois on en manque. Mais voilà, en tout cas, c'est le combat de chaque musicien intervenant, je pense, et ce qui le passionne d'autant plus, c'est tout ce travail-là. Voilà. Je vous remercie, je suis désolé, je dois vous quitter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Je veux bien dire un mot là-dessus parce que j'ai aussi des activités poétiques et j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture et la place de l'enseignement, de l'enseignant est souvent négociée en amont au sens où l'enseignant est demandeur de la position qu'il doit occuper par rapport à la consigne d'écriture et des choses comme ça. Et moi, j'ai un mal fou à me positionner à ce moment-là parce que précisément par rapport à mon histoire de divergence d'intérêt ou de motivation, je vois pas en quoi ce serait à moi de lui dire à quel endroit se mettre. Et même, je serais mal à l'aise de lui dire fais ci, fais ça, parce que n'ayant pas encore eu de contact quand il me pose la question avec l'univers poétique que je vais apporter, et encore moins avec les consignes que je vais prendre soin de décider au dernier moment, ça ne peut se décider qu'après.
Et effectivement, il y a un panel de possibilités qui va s'ouvrir qui sont immenses, parce que ça va de l'enseignant qui s'implique tant et si bien qu'il va convertir le jeu en exercice. Et donc moi, j'ai l'impression de devenir précisément un animateur alors que je venais comme poète. Donc je rate mon écart de compétences à cet endroit-là. Ou bien celui qui va se mettre complètement en retrait au point que ce soit ressenti par les élèves comme une désapprobation du contenu esthétique de ce que j'apporte. Donc en effet, l'idéal quand ça se passe bien, c'est qu'il trouve sa propre place et que moi je puisse m'en servir, enfin que ça devienne effectivement une coopération, mais dont les critères s'établissent dans l'activité elle-même et pas dans une espèce de principe préalable surplombant, quoi. Avec lorsque les deux adultes encadrants ont une habitude de travail, forcément une manière de penser même le projet en tenant compte des compétences, des postures de chacun des deux encadrants, de l'enseignant et de l'intervenant. Ça, c'est une grande richesse, et je pense que les intervenants qui sont depuis longtemps dans un territoire arrivent à se dire, avec telle classe, ce serait intéressant de faire ça, mais avec tel enseignant, ce serait intéressant de faire ça. C'est-à-dire qu'on va être en phase et on va pouvoir mettre en place quelque chose qui est adapté à nous trois, le public, l'enseignant et moi, et trouver la. Mais l'imaginaire des possibles vient de la relation plutôt que. Ouais, c'est ça. Oui, complètement, oui. Si on fait des projets EAC avec des artistes, la programmation, enfin voilà, c'est exactement pareil. Moi, je connais à peu près bien maintenant les enseignants sur le territoire et du coup, je sais qu'il y a des demandes ici, là. Et quand on accueille certains artistes et qui sont qui ont envie en plus de travailler avec des enfants, ce qui n'est pas le cas de tout le temps, il faut respecter ça, eh bien, je dis, ah oui, là, cette personne-là, elle attend depuis pas mal de temps un projet avec ça, sur cette esthétique-là ou pas. Et là, forcément, alors là, après, c'est du petit lait, quoi. Ça se déroule tout seul. Et c'est bien que cette connaissance-là quand tu es musicien intervenant, c'est vrai que tu connais bien le territoire, quoi. Les gens, les interlocuteurs, parce que tu connais même les espaces des villages. Des villages. Moi, je suis dans une communauté de communes où il n'y a que des villages, mais c'est hyper important, ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, réflexions ? Je voudrais juste appuyer sur ce que vous dites. Je trouve ça formidable. En fait, pour moi, le musicien intervenant, donc c'est le musicien, ou peut-être dans quelques années le danseur et le comédien artiste, mais c'est vraiment le facilitateur. Il facilite la relation avec les enseignants, il doit faciliter la relation avec le professeur des écoles, avec les compagnies d'artistes, comme vous dites. Moi, je n'opposerai pas, au contraire. On veut un projet, on a des artistes en distance qui viennent. Les artistes, il y avait un collègue hier qui disait, nous on est en difficulté, on vient, alors que quand il y a un musicien intervenant qui connaît bien le terrain, les enfants, il peut vraiment faciliter, il peut même en amont parler de la pièce, du contenu et préparer les enfants. Moi, je trouve que le musicien intervenant, c'est quelqu'un, au niveau de la coopération, la participation, la coordination de projet, c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie expertise. Il est en capacité de transmettre, de construire la personnalité de l'élève grâce à son apport. Et je dirais qu'en termes de temps de travail, il est facilitateur parce qu'en fonction du projet, il doit adapter le temps du projet. C'est-à-dire que si on lui dit un artiste qui vient, il est là pour 15 jours, il faudra bien. Donc en fait, il est obligé sans cesse d'adapter son projet à la demande de l'enseignant, du projet d'école, du projet de l'artiste. Et le temps est élastique, il peut être réduit, mais au final, il est facilitateur de ce projet parce qu'il doit essayer au maximum d'en ressortir quelque chose de beau et qui va apporter un supplément d'âme aux élèves ou aux personnes qui seront acteurs de ce projet. Donc c'est quand même un rôle magnifique, quoi. Ah ben on est tous convaincus. Sauf que c'est pas toujours bien reconnu. C'est vrai, on va y travailler. Oui, il y a un point aussi d'équilibre, parce que comme on est dans l'idée de relation, je dirais ça comme ça, c'est aussi parce qu'on a abordé là, je crois, la question de la relation avec l'enseignant, donc avec l'autre adulte qui est face aux enfants. Moi, il y a aussi quelque chose que je trouve qui est une des belles choses de
de ce travail-là, de ce métier, c'est d'être un adulte différent de celui qui voit toute l'année. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai vu, par exemple, il y a un exemple qui me vient, c'est, je ne sais pas si elle a fait des ateliers ce matin avec moi, donc vous avez été accueillis avec une chanson assez douce, et j'accueille les classes comme ça. Et il y a une classe, par exemple, qui, avant d'aller, j'entends hurler l'institutrice, enfin la professeure d'école, dans sa classe, mais vraiment de manière incroyable sur les élèves. Et donc je savais qu'ils allaient arriver dans quelques minutes dans la salle, et donc je les accueille avec ma chanson douce, etc. Et on a collaboré 2 ans avec cette institutrice-là. C'est incroyable, en fait. Je n'ai plus jamais entendu, enfin, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que, waouh, ça hurle plus. Il se trouve que je ne me suis pas dit, ah, cette femme-là, il va falloir que je lui explique la vie. Par contre, je me suis dit que c'était une chance pour moi de pouvoir jouer ma partition, ma place à moi d'adulte, face à eux, à ma façon, et que c'était une richesse, quoi qu'il arrive, pour les enfants, et éventuellement une richesse aussi pour les autres adultes qui sont en contact avec ça, et qu'elle a pu se rendre compte que ça fonctionnait aussi comme ça. Donc ça, c'est des chouettes moments, et donc cette question-là d'avoir conscience que aussi notre mode à nous, c'est peut-être différent du mode de l'enseignant, et que c'est une super richesse. Encore une autre richesse. Et aussi un équilibre, parce que du coup, il faut aussi trouver, enfin, c'est intéressant que l'autre adulte ait sa place aussi. Mais je suis plutôt, moi je les laisse aussi prendre leur place. Voilà. J'ai appris beaucoup de certains enseignants dans leur posture. Moi qui n'avais pas tellement d'autorité quand j'avais 20 ans, j'avais peur du groupe et tout ça. Vraiment, dans leur posture, j'ai beaucoup appris pour juste pouvoir faire mon travail sans être angoissée, quoi. Voilà. C'est vrai que l'artiste, il a 2 atouts pour interroger cette relation. C'est que d'abord, effectivement, il ne reste pas. Donc ça permet des fois d'amener quelque chose de totalement différent sans prendre le risque finalement d'une relation durable avec les élèves. Et puis il a sa matière aussi, l'art, qui est quand même autre chose que un certain nombre d'autres disciplines scolaires, qui lui permet effectivement de travailler d'une autre manière et d'amener autre chose dans l'école. Et beaucoup d'enseignants témoignent du fait que la présence d'un artiste intervenant les a transformés dans la relation avec leurs élèves, dans leur communication. Et je pense que ça fait du bien aux élèves, mais ça fait souvent du bien aux enseignants aussi. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres? Ça ne marche pas à 100%. Je veux pas, parce qu'on parle des choses très bien, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Bien sûr. Les uns et les autres, on se sent un peu tout seul. Quand je vous écoute depuis tout à l'heure, en tant qu'ancienne professeure aussi, ça me permet d'interroger un peu ce que c'est que nos identités professionnelles respectives. Comment aussi elles ont évolué au cours du temps, parce que certains professeurs que vous avez rencontrés peut-être avaient déjà 30 ans, 40 ans de carrière, pas forcément les mêmes formations initiales qui sont prévues actuellement. Et ça m'interroge sur l'avancée qu'on a, nous, en formation initiale actuellement, je pense, dans les INSP. Il y a assez peu d'heures dévolues à, justement, des partenariats, la construction de projets. Donc, moi, j'en prends en charge en partie avec quelques-uns de mes collègues, mais finalement, c'est très, très peu d'heures. Et je vois que le travail que vous faites au CFMI, de vous interroger, en tout cas d'interroger, vous former sur qu'est-ce que c'est co-intervenir. Ça, on ne le fait pas encore. On le fait, petit à petit, mais peut-être pas suffisamment. Donc moi, ça m'interroge et ça m'intéresse beaucoup. Peut-être interroger les étudiants sur c'est quoi intervenir avec des gens qui sont pluricatégoriels, d'autres catégories de pro, et quelle posture on peut adopter, sachant qu'en effet, comme on dit, je trouve que c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas une posture. Et les représentations qu'on a respectivement de nos métiers sont, en vous entendant, un peu caricaturales, c'est le terme, et je pense moi aussi, et nous aussi, de l'autre volet, on a des représentations sur nous, on travaille sur ces représentations avec nos étudiants, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, là, je me dis qu'il faudrait mener. Pour eux, c'est quoi, ne serait-ce qu'un intervenant, quelle est sa place? Un peu comme en analyse de pratique, vous voyez, d'interroger sociologiquement, parce que c'est
Je pense à une enseignante qui s'appelle Nathalie Ranou, qui a beaucoup développé l'accueil de poètes en classe. Et elle avait animé une formation à la Maison de la Poésie de Rennes il y a une bonne dizaine d'années, mais qui s'adressait aux profs de français pour travailler comment préparer avec ses élèves la venue d'un poète en classe. Et c'était intéressant, comme ça devenait en fait un objet pédagogique en soi. Et j'ai pas de connaissance de réplique en musique, où ce serait, enfin, de se dire que on peut dédier une séquence avant qu'un musicien intervenant n'arrive à travailler de comment on l'accueille. Enfin, ouais. Oui. Bah pour les auteurs, ça se fait, mais ça se fait pas pour les musiciens, à ma connaissance. Ouais. Mais déjà en formation initiale, d'interroger les étudiants sur comment ils perçoivent la venue d'un adulte expert, parce que moi j'ai le point de vue inverse de vous, entre guillemets, c'est l'idée que souvent les collègues du terrain ont une idée qui se sentent illégitimes vis-à-vis de la discipline que vous apportez, et je pense que c'est plus par réaction, on va dire, de défense, que peut-être ils vous transmettent j'arrive pas à trouver le mot, ils vous transmettent quelque chose de l'ordre de peut-être du condescendant, alors que je pense que c'est plutôt par protection, pour montrer qu'ils gardent un contrôle, qu'ils ont quand même une identité, justement. Et c'est comme ça que je perçois moi l'envers du décor. Je sais pas si y a d'autres collègues professeurs. Je sais pas. Moi, je suis ex-professeur. Ouais. Je sais pas comment. Et c'est vrai que moi, j'étais en. C'était pas l'ILSP à l'époque. C'était pas l'école normale, putain, entre les deux. Et c'est vrai que moi, je viens d'une discipline artistique avant. J'étais diplômée en art avant d'être professeur des écoles. Et j'ai trouvé que les disciplines artistiques, moi c'était plus art plastique, c'était pour les étudiants futurs professeurs, c'était pas forcément des heures très mises en valeur. Non, c'est mis à la marge, oui. Mis avec un fort sentiment de légitimité des collègues. Oui. On sentait celui qui était spécialiste, un rapport à la lecture à construire aussi chez les collègues, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est la difficulté de la polyvalence du professeur des écoles aussi, je pense. Mais illégitimité, ça voudrait dire que... oui, mais ça voudrait dire que l'intervenant est replacé à l'endroit d'une compétence que l'enseignement n'a pas. Or, il y a aussi une différence de statut qui manque d'être instruite dans l'idée d'illégitimité, parce que ce que va faire l'intervenant, c'est forcément, s'il met par exemple les enfants dans une pratique artistique, les mettre à un endroit où ils ne sont pas à devoir réussir ou pas, comme on peut réussir un exercice. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure à propos de la consigne d'écriture une différence de nature, parce que la relation pédagogique va tellement pas être du même ordre, qu'il y a forcément un intérêt à la thématiser dans sa différence, dans l'échange, enfin pas forcément verbalement, mais que c'est pas à l'endroit de sa compétence que devrait être cultivé ou déconstruit le sentiment d'illégitimité en question, mais d'arriver à thématiser le fait qu'on vient vraiment pas faire quelque chose de même nature. C'est pour ça que c'est terriblement important que l'intervenant arrive à préserver l'espace d'hétérotopie scolaire qu'il apporte par l'intervention, et le fait qu'il est une espèce de autre chose qu'un prof, quoi qu'il en soit. Et comment faire pour que les élèves ne nous ramènent pas à ça, parce qu'en fait c'est bien le problème, ce que je disais, c'est-à-dire d'arriver même à reculer le temps où on est assimilé à un intervenant pour rester un artiste le plus longtemps possible. C'est pour ça que cette tension entre être artiste et intervenant, finalement elle est une tension, enfin que moi j'essaye de tenir sur la longueur dans les interventions, parce que plus je me laisse assimiler à intervenant, plus j'ai l'impression de devoir devenir prof, et donc de rentrer sur un territoire pédagogique qui n'est pas le mien, et que j'ai intérêt à pas prendre comme le mien, parce que sinon je ruine ce que je suis venu faire là. Je pense que la bonne manière pour l'artiste intervenant de ne pas devenir prof, c'est de laisser une place au prof. Oui. À partir du moment où il bosse avec le prof, c'est très clair, il a une autre place qui est à côté. Et je crois que c'est une bonne manière pour lui de rester artiste, quoi. Et par rapport à la formation, c'est vrai que nous, là où on n'a pas de mérite, c'est que nous, c'était un obligé, vu que le musicien intervenant, il travaille jamais tout seul. Donc nous, forcément, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet adulte expert et qui est dans la salle, qui connaît les enfants, qui est expert de la pédagogie, qu'est-ce qu'on en fait pendant nos séances, elle était cruciale. Ce qui n'est pas évident pour un professeur des écoles. Même le problème se déplace, c'est-à-dire que lui, la plupart du temps, il est tout seul, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive.
Donc effectivement, la question, elle n'est pas du tout la même. C'est comment justement je change ma posture parce qu'il y a un intervenant extérieur. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un champ d'exploration énorme et qui est fondamental. On va devoir arrêter nos échanges puisqu'il faut absolument qu'à 16h30, on m'a dit que c'était extrêmement rigoureux, il faut qu'à 16h30, on soit au théâtre. Voilà, ouais. Donc voilà, merci beaucoup de vos interventions et merci beaucoup à nos intervenants. L'INSEAC du CNAM.